régionales et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Pour ce club, l'éditorialiste politique Mickaël Darmon. Bonjour Mickaël. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Et Emilio Mellet qu'on accueille. Bonjour. Merci d'être avec nous, grand reporter au service politique de l'Humanité. On va parler de la panthéonisation du résistant communiste Missak Manouchian et de la présence du Rassemblement national qui dérange, notamment Emmanuel Macron, qui le dit dans les colonnes de l'Humanité. Justement, Emilio, mais Marine Le Pen confirme sa présence. On reviendra longuement sur cet entretien que vous a accordé le chef de l'État. Et Alex, à 4 jours du Salon de l'Agriculture, la colère des agriculteurs ne s'éteint pas. Oui, les agriculteurs reviennent sur les routes pour mettre de nouveau la pression sur le gouvernement. On en parle dans quelques instants. D'abord, on regarde l'actualité dans nos régions. Et l'info dans nos régions, dans les Alpes-Maritimes, c'est à Menton, à la frontière franco-italienne, que s'est rendu hier Jordan Bardella, la tête de liste du Rassemblement national aux européennes, accompagné de sa nouvelle recrue, Fabrice Leggeri, l'ancien patron de Frontex. On écoute Jordan Bardella. La candidature de Fabrice Leggeri à mes côtés est un réel atout pour la crédibilité et la mise en œuvre future de notre projet migratoire, à la fois dans le cadre de la campagne européenne, mais aussi demain lorsque nous serons aux responsabilités, parce que notre objectif, c'est évidemment de remporter ces élections européennes, mais c'est aussi d'arriver à la tête de l'État en 2027. Et Fabrice Leggeri vient apporter, je crois, une plus-value et ses compétences et son expérience de haut fonctionnaire et de grand serviteur de l'État à nos côtés. Et pour parler de ce déplacement, on va dans les Alpes-Maritimes. On retrouve Denis Carreau. Bonjour Denis, merci beaucoup d'être avec nous, directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Denis, c'est donc la première fois que Jordan Bardella s'affichait avec sa nouvelle recrue Fabrice Leggeri. Oui, Oriane, on le voit, le poste frontière de Menton est un peu le dernier lieu où l'on cause immigration. C'est un passage obligé. Après Gérald Darmanin il y a 2 semaines, Éric Ciotti la semaine dernière, c'était Jordan Bardella qui était sur place hier. Et effectivement, la vraie nouveauté de ce déplacement, c'est le fait de s'afficher pour la première fois avec Fabrice Leggeri, qui est la dernière prise de guerre du Rassemblement national, qui rejoint la liste du RN, donc l'ancien patron de Frontex, l'agence des gardes-frontières européens. Alors Fabrice Leggeri s'est assez peu exprimé finalement. Il a déjà évacué les critiques concernant le fait qu'il aurait joué un double jeu en discutant d'une entrée sur la liste des Républicains en parallèle. Il s'est contenté d'expliquer que le RN a un projet concret sur l'immigration et il a été clair sur le sujet. Il a expliqué que des outils comme Frontex ont été dévoyés par l'Union européenne et il a assuré que le RN qu'il vient de rallier fera en sorte que les migrants n'arrivent plus en France, avec une révision de la Constitution, le rétablissement du délit de clandestinité et l'expulsion systématique des délinquants, des propos très en phase avec la ligne du Rassemblement national. Et puis il y a une autre personnalité qui s'est invitée hier à ce déplacement, Denis. Oui, c'était l'invité surprise. Alors c'est en général le cas quand il y a des visites politiques dans le secteur. Cet invité surprise, c'est Fabrice Héroux, le défenseur des migrants, militant des droits des migrants. L'activiste a interpellé Fabrice Leggeri, qu'il a traité d'assassin, l'accusant d'être responsable de noyades en Méditerranée. Très actif dans la vallée de la Roya où il défend en permanence les droits des migrants. Fabrice Héroux a été à son tour qualifié par Jordan Bardella de récidiviste qui participe à la mafia des passeurs responsable de milliers de morts. Le président du Rassemblement national a estimé, je cite, que la vie de M. Héroux est minoritaire en France et particulièrement ici dans les Alpes-Maritimes. Un échange somme toute sans grande surprise entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Merci Denis, vous restez un petit peu avec nous pour le début de ce débat. On l'a vu, Mickaël, ce choix, d'avoir un numéro 3 qui est l'ancien patron de Frontex, de faire le premier déplacement dans les Alpes-Maritimes sur le thème de l'immigration. C'est retour aux fondamentaux pour cette campagne des Européennes, pour le RN ? C'est un des problèmes posés par l'Europe, de manière générale. Ça, c'est hors polémique, c'est factuel. Il y a une manière de dire comment on règle les flux migratoires aux frontières de l'Europe et le rôle de Frontex
Frontex a toujours été au cœur des négociations. S'il fallait équiper plus en avion, même parfois en armes, s'il fallait même déplacer le siège de Frontex qui se trouve en Pologne, je crois. Donc c'est quand même un peu étonnant, mais toujours est-il que Frontex a toujours été au cœur des discussions. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une instrumentalisation politique, non pas d'immigration, mais de Frontex, en disant, voilà, nous avons quelqu'un qui se fait une sorte de repenti et qui dit, j'étais victime de la réalité d'une politique gouvernementale qui veut continuer à encourager l'immigration alors que je tentais de faire mon travail. Et donc, évidemment, c'est du pain béni pour une liste et un parti comme le RN, qui d'ailleurs le met en numéro 3, c'est pas anodin, pour montrer à quel point non seulement il récupère une thématique, mais surtout une personnalité, je dirais, de la technostructure, du monde des sphères dirigeantes, qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément officiellement en phase avec le RN. Donc oui, de ce point de vue-là, c'est un moment stratégique important. Emilio, est-ce que c'est une prise de guerre pour le Rassemblement national d'avoir fait adhérer Fabrice Leggeri à cette liste des Européennes ? C'est indéniable que dans le récit du Rassemblement national, Fabrice Leggeri vient apporter sa pierre à l'édifice, mais dans une forme de en même temps aussi, j'ai envie de dire. C'est qu'on a d'un côté Fabrice Leggeri qui est l'énarque, cet ancien haut fonctionnaire qui vient apporter, selon les mots de Jordan Bardella, sa crédibilité, en réalité pour normaliser un peu plus le Rassemblement national. Et ça s'inscrit aussi dans un récit d'un homme seul face au système, qui aurait été écrasé par l'Union européenne. Or, en réalité, Fabrice Leggeri, il n'y a quand même pas plus système que lui. Ouais. Alex. Et puis il y a une autre contradiction dans le récit du Rassemblement national, c'est que Fabrice Leggeri, il a dirigé une institution européenne qui incarnait cette gestion européenne de la politique migratoire, alors que le programme du Rassemblement national dans ces européennes, c'est justement de redonner de la souveraineté aux États-nations pour maîtriser leurs frontières. Donc on est un peu à l'opposé en termes de politique migratoire entre d'un côté le Rassemblement national et de l'autre ce que représente Frontex, même si bien sûr il y a aussi la nécessité de donner plus de moyens d'action à cette organisation. Dont le budget a déjà explosé sous la direction de Leggeri. On va pas nous faire croire qu'il n'avait pas de moyens. Ouais. Denis, un dernier petit mot, parce que c'est pas n'importe quel département qu'a choisi Jordan Bardella pour ce déplacement de campagne. Il était sur les terres d'Éric Ciotti. Il était sur les terres d'Éric Ciotti et il est dans un département qui est le premier point d'entrée en France des migrants. La situation au poste frontière de Menton, c'est 200 à 300 migrants interpellés chaque jour. C'est plus de 44 000 l'année dernière. Donc c'est un endroit stratégique et un secteur qui connaît particulièrement ce sujet, cette problématique. Merci beaucoup. Merci Denis d'avoir été avec nous pour nous parler de ce déplacement. La une de Nice Matin, c'est l'autre affaire qui secoue Monaco. On regarde la une de Nice Matin aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Denis d'avoir été avec nous. On va parler de cet entretien qu'a accordé Emmanuel Macron à l'Humanité. Emilio, qu'il vous a accordé, le chef de l'État, puisqu'on parlait du Rassemblement national. C'est quand même la cible d'Emmanuel Macron dans cet entretien, c'est le Rassemblement national. Il est en train de réinstaller le duel, selon vous ? Clairement, on a un président en campagne. En fait, je ne sais pas si j'avais en face de moi le chef de l'État ou la tête de liste Renaissance aux Européennes. Il est clair que le fait politique de cet entretien, c'est qu'Emmanuel Macron semble enfin se souvenir qu'il y a une extrême droite qui monte dans ce pays. Et alors, il choisit aussi son adversaire pour les européennes. Les sondages lui donnent aussi cette occasion. Mais en tout cas, il cible clairement le Rassemblement national, qu'il sort de l'arc républicain, même si cette expression lui appartient. Et il contredit, en tout cas, son Premier ministre, Gabriel Attal, qui, il y a simplement 3 semaines, disait que l'arc républicain, c'est l'hémicycle, donc RN compris. Oui, enfin, il n'a pas oublié que l'extrême droite montait dans ce pays. Il est même conscient de cela depuis, même, je pense, 2017. Il avait même d'ailleurs, souvenez-vous, promis que les Français n'auraient pas à voter, n'auraient plus à voter pour l'extrême droite, donc avec le succès que l'on voit. Mais surtout, là, quelque part, il vient encore, je dirais, montrer à quel point sa cohérence devient un problème. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le même temps, on est dans l'essuie-glace. C'est-à-dire que, franchement,
franchement, dans cette interview, qui d'ailleurs je regrette, est un événement en soi. C'est la première fois qu'un président de la République parle à l'humanité, qui n'est pas n'importe quel journal, qui accompagne la vie politique française depuis tellement longtemps, qui a joué son rôle dans la résistance, d'où le fait qu'effectivement, c'est la veille de l'entrée au Panthéon de Manouchian qu'il vient, parler à l'humanité. Donc tout ça s'inscrit dans un moment de temps long, d'histoire, qui aurait mérité un peu plus de gravité, je trouve, de la part du président de la République, et qui s'en sert, comme son segment marketing du jour, pour dire je vais taper le RN, sachant qu'évidemment, le système médiatique ne parlera que de cela. Et dont acte. Donc à partir de là, si on rentre dans ces propos, on est encore dans l'incohérence. Cet arc républicain dessiné par le président de la République lui-même lors des rencontres de Saint-Denis, où il passe quand même par 2 fois des heures et des heures avec les présidents de parti, dont Jordan Bardella. Et bien entendu, il est dans l'arc républicain. Ensuite, il ne contredit pas pendant un temps la déclaration de Gabriel Attal sur la République, c'est l'hémicycle, pour faire vite, et pour ensuite venir le contredire opportunément dans une interview. Il répond aux questions, certes, mais il y répond en y donnant une puissance et une ampleur qui est la sienne. Donc, de ce point de vue-là, c'est je trouve, à la fois une interview, effectivement, de chef de campagne, mais qui n'hésite pas à se contredire, qui dit que le FN d'avant était xénophobe, antisémite, mais que le RN d'aujourd'hui ne peut pas être considéré de la même manière. Chaque phrase a son contraire dans cette interview, donc ça restera effectivement un événement, mais pas forcément avec la dimension qu'on aurait pu lui prêter. Emilio, est-ce que vous avez senti de la part du chef de l'État une forme de calcul politique? Il parle à l'humanité, il parle à un lectorat de gauche. Est-ce qu'il y avait selon lui une volonté de s'adresser à la gauche après les accusations de droitisation de ces derniers temps? En tout cas, on avait l'impression d'avoir un président de la République le plus à gauche de ces dernières années. En tout cas, c'est l'expression c'est ce qu'il voulait nous faire croire. Le SMIC à 1 400 €, on y est. Il a augmenté tous les budgets. C'est génial. Clairement, l'objectif pour moi, du chef de l'État en acceptant cet entretien, c'est d'abord de s'installer en président de tous les Français, justement de montrer qu'il s'adresse à toutes les mémoires et d'inscrire ce récit aussi dans une stratégie médiatique où on voit les éléments de langage développés par l'Élysée. En gros, il parlerait de l'humanité à CNews comme s'il y avait eu une équivalence. Le chef de l'État, clairement, essaie de chasser sur des terres qui sont pas les siennes à l'approche des européennes. Est-ce que ça fonctionne ? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il ait convaincu le moindre lecteur de l'humanité avec cet entretien, en tout cas. Ouais. Il essaye de rallier le centre-gauche quand on voit l'écart, dans les sondages en tout cas, énorme qu'il y a entre Jordan Bardella et la liste de Renaissance. Il essaye de rallier le centre-gauche pour combler ce fossé ? Oui, d'après ce qu'on comprend, il essaie de limiter les dégâts. Il y a assez peu de personnes autour du président de la République ou dans la majorité présidentielle qui pensent qu'ils vont gagner ou arriver en tête devant la liste du RN. Donc on est clairement dans une logique de damage control, comme on dit. Et une fois de plus, je trouve que à quelques jours, alors bien sûr il y aura le moment lui-même, mais à quelques jours de cet événement, de l'entrée au Panthéon des Manouchians, et du rapport aussi de Macron depuis son élection aux communistes. Pas oublier qu'en 2017, à peine élu, il va porter une lettre à la veuve de Maurice Audin, qui était donc ce militant communiste, qui avait été abattu par l'armée parce qu'il soutenait le FLN, et qui reconnaît que l'État français avait été derrière sa disparition. Donc il y a eu des gestes quand même qui ne sont pas dénués de sincérité, qui s'inscrivent dans cette envie de réécrire une histoire nationale contemporaine avec des héros contemporains. Mais bien souvent, il gâche lui-même, je trouve, les moments qu'il peut sertir. D'autant que ce discours qui s'adresse à l'électorat de gauche, avec le temps, il peut perdre en efficacité avec les politiques qui peuvent être menées dans son quinquennat. On se souvient dans l'entre-deux tours de la présidentielle 2022, où là, il voulait rassembler l'électorat de gauche pour gagner. Il avait dit ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas. Et puis là, on est en 2024 et il fait une grande pause, une pause en tout cas sur la diminution des pesticides dans l'agriculture. On attend encore de
voir des grands textes écologiques. Et puis, il y a aussi la loi immigration qui est un marqueur de droite qui n'a pas plu à l'électorat de gauche. Donc, forcément, voilà, ce discours, il perd en efficacité. Ouais, et dans cet entretien qui est fait à l'occasion de l'entrée au Panthéon de Missak Manouchian et de son épouse Mélinée, le chef de l'État en appelle à l'esprit de décence du Rassemblement national pour qu'il ne vienne pas demain au Panthéon. On va écouter la réponse du porte-parole du Rassemblement national qui était notre invité il y a quelques minutes. Nous y serons parce que l'arrivée au Panthéon d'un résistant, c'est l'union nationale qui se fait, autour des valeurs et notamment la défense de la souveraineté, de l'indépendance de la France contre l'occupant nazi. C'est un moment qui devrait être un moment d'unité nationale et non pas de division. Et je regrette le rôle que joue le président de la République dans cette histoire. Emilio, qu'est-ce que vous pensez de cette réponse du Rassemblement national? Est-ce que politiquement, le RN avait d'autres choix que de venir demain? En tout cas, l'esprit de décence auquel le président de la République fait référence n'est pas la chose la mieux partagée du monde. La présence de Marine Le Pen demain serait une balafre, un affront, une insulte, voire même une profanation de la mémoire de Missak Manouchian et des FTP-Moy. Ce sont clairement, et c'est ce qu'on dit dans l'entretien, les héritiers des bourreaux de Manouchian. Je vous rappelle que c'est la police française qui a traqué et torturé Manouchian. Ce sont les nazis qui les ont exécutés et le parti de M. Jacobelli tire ses origines dans la collaboration, contrairement à ce qu'ils veulent nous faire croire. Et il nous a dit il était notre invité il y a quelques minutes, et lui il dit que tous les partis ont à revoir avec leur histoire, que Marine Le Pen a coupé les ponts avec ce qu'était le Front National, et que c'est un moment d'unité nationale et qu'il ne devrait pas y avoir de division autour d'une panthéonisation. Mais c'est faux, c'est faux. Marine Le Pen était vice-présidente du Front National à l'époque, lorsque Jean-Marie Le Pen tenait des propos antisémites. Elle n'a pas rompu avec cette histoire. Et en fait, je vois très bien ce que fait M. Jacobelli. Il essaie d'enfoncer un coin, faisant passer les FTP-Moy et Missak Manouchian pour un nationaliste. C'est faux. Ce sont des résistants communistes qui étaient résolument engagés dans le combat antifasciste et internationaliste. Manouchian, il se battait contre les gens comme M. Jacobelli. Est-ce qu'elle avait d'autres choix, Marine Le Pen, dans sa stratégie politique, elle qui dit qu'elle a rompu avec le Front National de l'époque et qu'aujourd'hui le Rassemblement National n'a plus rien à voir avec ça? En fait, elle mène un nouveau combat sur un front inattendu, c'est celui de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a la dédiabolisation est battue en brèche par un retour de l'histoire, des mémoires. C'était Badinter il y a quelques jours, Navalny, quand elle a rendu hommage à la mort de l'opposant russe et qui lui a valu des railleries. Et puis maintenant, Manouchian et le rapport au passé, à la guerre. Donc de ce point de vue-là, oui, elle joue encore une autre partie qui est beaucoup plus, je dirais, au fond, délicate que de mener une stratégie de communication et de diabolisation et de crédibilité politique comme ils savent le faire. Parce que là, c'est effectivement comment se positionner par rapport à ces mémoires-là. On sait qu'elle fait le travail qui est comparable à celui qu'avait fait Gianfranco Fini en Italie, c'est-à-dire progressivement se couper des racines et de la culture de son parti fasciste et puis arriver vers un courant central. Mais lui, il l'avait fait aussi à l'époque en posant un discours global, complet, sans équivoque. C'est ce qui manque, je pense, si elle veut tenter de convaincre encore les Français, c'est ce qui n'est pas encore aujourd'hui. C'est distillé, c'est installer des faits, mais en réalité, il n'y a pas de prise de conscience et ces dossiers historiques qui reviennent percuter sa stratégie de diabolisation montrent bien que ce n'est pas encore totalement abouti. Emilio, est-ce que vous avez senti chez Emmanuel Macron, quand vous l'avez interrogé, une volonté de ramener le Rassemblement national à son histoire, et est-ce que cet argument peut encore prendre aujourd'hui chez les Français ? J'ai senti qu'il fallait pousser le chef de l'État, en tout cas, pour qu'il ait une expression claire sur ce qu'était le Rassemblement national aujourd'hui. Il avait repris lors du Conseil des ministres il y a quelques mois Elisabeth Borne, disant qu'il ne fallait plus les attaquer avec des arguments moraux. Je note qu'il fait exactement l'inverse dans nos colonnes. C'est la politique du zigzag permanent. Mais quand bien même ce ne serait pas efficace d'un point de vue électoral, ça ne coûte rien de rappeler les origines du Rassemblement national. Là encore, sur cette panthéonisation, on a des familles de panthéonisés, d'anciens FTP-Moy, notamment le fils de Joseph Epstein et le petit-neveu de Cesare Lucchini, qui demandent expressément au Rassemblement national de ne pas venir. Et pourtant, ils s'en fichent. Aussi la fille de Lucie Raymond Braque, des autorités morales aussi.
On suivra évidemment cette panthéonisation. Ce sera demain. Il y aura une première cérémonie ce soir au Mont Valérien. On parlera longuement de tout ça demain. On va passer au deuxième thème de ce club. On va parler des agriculteurs. Les agriculteurs, Alex, ils sont de nouveau sur les routes et dans les rues. Oui, les manifestations d'agriculteurs ont repris hier dans plusieurs villes de France. Ils ont notamment défilé à Marseille, dans la cité phocéenne, à l'appel de la FNSEA des jeunes agriculteurs. Des opérations escargots ont eu lieu à Dunkerque. Du fumier a notamment été déversé devant la préfecture de la Marne et des actions ciblées sont organisées devant les hypermarchés dans tout le pays depuis ce week-end. La colère agricole qui continue à s'exprimer tout simplement parce que les mesures annoncées il y a 2 semaines par le Premier ministre Gabriel Attal ne se concrétisent pas pour le moment dans les exploitations agricoles. Écoutez le patron de la FNSEA, Arnaud Rousseau, ce matin. Il y a une colère qui s'est exprimée depuis l'automne et cette colère, elle attend des réponses politiques au Salon de l'Agriculture. Vous n'appelez pas au calme pour samedi. Non mais je vous l'ai dit, nous on veut que ce salon se passe bien parce qu'encore une fois c'est un rendez-vous avec les Français. Mais l'exigence de réponse, elle est toujours aussi claire qu'hier et la fermeté est toujours aussi forte qu'hier. Mais encore une fois, ne mélangeons pas ce qu'est l'accueil qu'on souhaite pour l'ensemble des gens qui viennent dans ce salon, plus de 600 000 personnes, avec le rendez-vous politique sur lequel la fermeté est totale. Et à l'approche du Salon de l'agriculture, il y a des mesures qui sont très attendues par les agriculteurs, des aides d'urgence débloquées pour certaines filières, des décrets de simplification des normes qui s'imposent aux exploitations, et puis l'application stricte de la loi Egalim, avec notamment la possibilité de sanctionner les grandes entreprises agroalimentaires ou de la grande distribution qui ne prendraient pas en compte les coûts de production des agriculteurs dans les négociations commerciales. Donc ce sont des mesures très concrètes, et face à cette colère qui repart, l'exécutif veut accélérer. Le président de la République reçoit aujourd'hui le patron de la FNSEA et celui des jeunes agriculteurs. Et Gabriel Attal, le Premier ministre, tiendra demain une conférence de presse sur cette crise agricole où il devrait normalement présenter le projet de loi d'orientation agricole du gouvernement qui doit, préparer l'avenir de l'agriculture française, mais aussi répondre à l'urgence. Oui, alors on le voit, Gabriel Attal et Emmanuel Macron, ils reçoivent les syndicats agricoles et ils font des annonces et pourtant ils n'arrivent pas à éteindre la colère. Ça ne sert à rien de les recevoir. Ce sont les dicteurs de normes qu'il faut recevoir, c'est les patrons d'administration centrale qu'il faut recevoir, c'est ceux qui font les normes et qui mettent effectivement les agriculteurs en colère, pas ceux qui sont les victimes. Parce qu'on sait bien que dans ce genre de réunion, l'essentiel est de préparer le communiqué de presse de la sortie. On le sait, donc on va quand même pas tomber dans ce panneau. Donc effectivement, cette prolifération, cet activisme médiatique qui est fait uniquement pour l'opinion, en réalité ne débloque pas la machine. Je veux dire, on a Gabriel Attal qui trépigne en disant des résultats, je veux aller à toute vitesse, mais sauf qu'il est il est monté dans une Micheline, il n'est pas dans le TGV. C'est le système français qui est lent, qui est lourd, et dont on comprend bien, avec cette crise agricole, que ça illustre l'ensemble de ce qui se passe sur l'ensemble du système français. Donc, ce n'est pas les syndicats ni les agriculteurs qu'il faut recevoir, ce sont plutôt les patrons de l'administration. Ouais. Ça veut dire qu'à court terme, en tout cas, Emmanuel Macron et Gabriel Attal, ils ne pourront pas inviter un salon de l'agriculture agité ? Emilio ? Pardon ? Ils ne pourront pas éviter un salon de l'agriculture agité ? Aujourd'hui, ça paraît relativement improbable, mais en même temps, on se souvient du discours de Rungis dès 2017. Emmanuel Macron nous promettait la révolution de l'agriculture, et en fait, on se rend compte que depuis 2017, ce ne sont que des mesures conjoncturelles, 2-3 aides par-ci, 2-3 choses par-là, et qu'en réalité, ce qu'attendent les agriculteurs, c'est une aide structurelle. C'est un modèle agricole qui est en crise. Ça devait être la révolution, notamment sur le partage de la valeur, mais en fait, moi, là où je ne rejoins pas, c'est que ce n'est pas les directeurs d'administration qu'Emmanuel Macron devrait recevoir, c'est les patrons de la grande distribution. Aussi, l'un n'empêche pas l'autre. Le problème des normes auxquelles vous faites référence, c'est surtout leur verticalité, c'est que tout a été fait sans les agriculteurs. Et donc forcément, ça ne peut créer que du rejet à partir du moment où on n'est pas associé. Oui, en plus vous avez là aussi le télescopage avec un discours post-Gilets jaunes, souvenez-vous, au moment du grand débat, où la grande question était effectivement d'être dans la concertation, de créer cette capacité du dernier kilomètre jusqu'au guichet, cette fameuse expression des macronistes pour dire, voilà, maintenant il faut que les mesures et les politiques publiques soient concrètes dans la vie des Français. Ça n'existe toujours pas. Il vous faut 14 textes, si vous avez l'intention un jour de faire une haie, vous devez vous référer à 14 textes différents. On connaît cet exemple, mais il faut le marteler pour pouvoir bien faire prendre conscience de la difficulté du maquis, si je puis dire, bureaucratique qui enserre et qui en particulier enferme les agriculteurs.
Et alors certes, il y a le poids des normes, mais c'est vrai que la question du prix, du revenu de l'agriculteur, elle est essentielle dans cette crise agricole. Avec cette application de la loi Egalim, le Premier ministre Gabriel Attal avait annoncé des amendes, des sanctions pour les entreprises qui ne respecteraient pas ces règles de négociation commerciale pour payer dignement les agriculteurs. On attend encore ces amendes, ces annonces sur des grands groupes. Le problème aussi, il est économique. Si le gouvernement va voir des grands groupes agroalimentaires ou de grande distribution en mettant en leur mettant des amendes, en face, il y a aussi des emplois en jeu. Donc, le gouvernement, sur la question économique et sociale, joue aussi gros. Il n'y a pas que les agriculteurs dans ce sujet. Mais là aussi, on est sur un jeu de rôle, parce que dans les négociations commerciales, en particulier Mercosur et compagnie, la France n'a pas la main uniquement, c'est une négociation à mandat européen. Et Emmanuel Macron multiplie les déclarations en disant « en l'état, les négociations ne nous conviennent pas ». Sauf que personne ne sait ce que veut dire « en l'état », déjà. Et puis, la France a aussi à gagner dans ces accords de libre-échange pour ses exportations. Donc, la question de savoir si jusqu'à quand et jusqu'où les agriculteurs sont variables d'ajustement. Et on a vu tout à l'heure le Rassemblement national qui mettait l'immigration au cœur de sa campagne européenne. Les Républicains, eux, justement, ils mettent l'agriculture au cœur de leur campagne. La numéro 2 de François-Xavier Bellamy est une agricultrice, Céline Imard. Hier, ils ont effectué leur premier déplacement commun, c'était en Seine-et-Marne. L'occasion pour Éric Ciotti, le patron des Républicains, de passer un message à l'exécutif. Nous sommes face à des pompiers pyromanes. Monsieur Attal va tenter d'éteindre l'incendie que ses amis, ses militants de Renaissance ont allumé au sein du Parlement européen. Donc on est dans ce double discours permanent. On voit bien qu'on se précipite pour que le président de la République soit bien accueilli au Salon de l'Agriculture. C'est le seul enjeu. Et puis après, on passera à autre chose. Il a raison, Éric Ciotti, il y a une forme d'opportunisme dans le calendrier actuel à 4 jours du Salon de l'Agriculture. D'où cet empressement, Emilio ? En tout cas, il sait que le Salon de l'Agriculture est l'un des temps forts de l'année. C'est plus de 600 000 personnes dans les allées du Salon. Donc forcément, il sait que tous les projecteurs médiatiques seront braqués sur ce Salon de l'Agriculture. Moi, je vois... Ce que révèle pour moi plutôt cette crise qui repart, c'est surtout que les syndicats d'agriculteurs, eux, ils poussent leur avantage. Ils ont vu que lorsqu'ils sont sortis il y a quelques semaines pour provoquer, ils ont rapidement eu des réponses en face. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, on voit un deux poids deux mesures du mouvement climat lorsqu'ils réclament ou les syndicats de travailleurs sur une réforme des retraites. En l'occurrence, Emmanuel Macron a très bien perçu le pouvoir de blocage des agriculteurs et aussi leur force symbolique, ce qu'ils représentent aussi dans un imaginaire collectif et le poids symbolique qu'ils représentent. Et donc, il se doit forcément maintenant de réagir à quelques jours du Salon de l'Agriculture parce qu'il sait que les gens, en fait, sont du côté des agriculteurs. Tout dirigeant français se rappelle de la prise de la Bastille. On a peur des fourches. On a peur des fourches. Ça rend effectivement cet imaginaire politique et cette culture politique vraiment qui plonge très très loin, d'une part, et puis alors de manière beaucoup plus évidemment rapprochée, le traumatisme des Gilets jaunes imprègne toute la gouvernance du président Macron depuis cet événement. Et voilà, on est dans cette logique d'éviter que l'étincelle ne reparte. Donc immédiatement, on prend en amont, on fait attention et on donne. Sauf que là, c'est totalement différent puisque c'est ouvrir la boîte de Pandore. Voilà. Et chaque syndicat veut son lot. Est-ce que les Républicains, ils ont une carte à jouer sur ce terrain-là ? On a vu, ils ont fait le choix de prendre une agricultrice numéro 2 de la liste de François-Xavier Bellamy. C'est bien joué ? Pour éviter un naufrage annoncé, oui, c'est une tentative, on va dire, un peu désespérée. On a peine à imaginer, effectivement, Éric Ciotti, tout d'un coup, en fervent défenseur des agriculteurs. Les dynamiques politiques. La politique, ça n'est pas que de l'arithmétique, c'est aussi de la dynamique. C'est compliqué aujourd'hui pour les LR d'exister coincés entre les macronistes et le RN. Non, mais on n'a jamais vu de toute façon un deuxième de liste ou un troisième, que ce soit Madame Imard ou Monsieur Leggeri, changer le cours d'une élection a fortiori européenne qui se joue principalement avec les têtes de liste dans la dernière ligne droite et sur les plateaux de télévision. Suivra tout ça. L'avenir nous dira si vous aviez raison. On continue à parler de l'agriculture puisque c'est encore à la une de vos journaux régionaux ce matin.
Et Alex, on commence par ce nouveau coup de pression des agriculteurs. Et oui, c'est à la une de la Dépêche du Midi. À quelques jours du Salon de l'agriculture, les agriculteurs sont donc de retour sur les routes et dans les rues pour exprimer leur colère. Ils attendent que les mesures annoncées par Gabriel Attal se traduisent concrètement. Le temps presse avant la visite samedi du président de la République pour inaugurer le Salon de l'agriculture. Et il aura forcément un comité d'accueil, annonce dans la Dépêche du Midi le vice-président des jeunes agriculteurs, Rémi Dumas. Alors après l'expression de cette colère dans le pays, il y aura aussi de la fierté pour les agriculteurs, il faut le rappeler, qui vont monter à Paris pour exposer leurs animaux et participer à ce salon, rencontrer le public. Fierté notamment des agriculteurs et des éleveurs du Grand Est, c'est à lire dans le journal Le Républicain Lorrain. La peur du déclassement des classes moyennes à la une de Sud-Ouest. Et oui, les classes moyennes sont la cible de nombreux discours politiques. Gabriel Attal veut baisser leurs impôts de 2 milliards d'euros. Et le journal Sud-Ouest s'intéresse à une étude de l'Institut Montaigne sur le sentiment de déclassement social des classes moyennes. Cette étude montre en réalité qu'il n'y a pas de déclassement de cette catégorie de population, mais une immobilité sociale. Fini l'ascenseur social. Aujourd'hui, si vous ne venez pas des 5 plus grandes métropoles françaises, eh bien vous avez 20% de chances en moins d'accéder aux filières les plus diplômantes du pays. Alors cela crée une peur du déclassement chez les classes moyennes qui se tournent davantage vers l'école privée car il n'y a plus de foi dans l'école publique. Par rapport à 1990, il y a 3 fois plus d'enfants des classes moyennes dans les établissements privés. Justement, on parle d'école à la ligne de plusieurs journaux régionaux. Et oui, avec des fermetures de classes qui se précisent dans plusieurs territoires pour l'an prochain. C'est le cas du département de la Marne, c'est à la une du journal L'Union. 31 classes devraient disparaître à la rentrée prochaine dans ce département pour des raisons démographiques, environ 800 élèves en moins. Et puis en Bretagne également, 1000 classes pourraient fermer d'ici à 2030. C'est à la une du Télégramme car il devrait y avoir plus de 20 000 écoliers bretons en moins à cet horizon. Mais dans certaines communes comme à Guilers, les parents se mobilisent contre certaines fermetures de classes alors que les effectifs vont rester constants. On parle de Marseille. On reparle de Marseille comme hier. Désolé Oriane, mais avis de tempête. Et de 4, avis de tempête pour l'Olympique de Marseille. Et de 4, titre le journal La Marseillaise, après le départ annoncé de l'entraîneur italien Gennaro Gattuso à la suite de la défaite à Brest dimanche. C'est le 3e entraîneur sur le banc de l'Olympique de Marseille cette saison. Il a tenu 5 mois, n'a pas réussi à redresser les résultats. Et avant lui, il y avait l'Espagnol Marcelinho qui s'en était allé au bout de 5 matchs après la fronde des supporters contre la direction. On le rappelle, donc le président Pablo Longoria reste fragilisé et c'est l'entraîneur expérimenté Jean-Louis Gasset qui va reprendre les rênes de l'équipe. Mais combien de temps va-t-il tenir dans la tempête marseillaise? En tout cas, on lui souhaite bon courage. Merci Alex, merci beaucoup. Merci Michael Darmon d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Emilio d'avoir été... On regarde la une de l'Humanité au Mont-Valérien sur les pas de Manouchian. Tout à fait, un reportage de mon collègue Cyprien Cadéo qui montre ce lieu qui s'ouvre de plus en plus au public, ce lieu de mémoire très important. Et on en parlera bien sûr demain. Il y a une cérémonie ce soir. On y reviendra notamment avec le sénateur communiste Pierre Ouzoulias qui fait partie de ceux qui se sont battus pour l'entrée au Panthéon de Missak Manouchian. Ce sera à suivre demain dans cette émission. En attendant, vous avez rendez-vous à 18h avec Thomas Hugues. Et nous, on se retrouve donc demain. Très bonne journée.